Du coup, déjà, merci d'être là. Ça fait chaud au cœur de vous voir toutes et tous. Ça faisait 1 an qu'on n'avait pas fait un événement comme celui-ci. Là, on va passer à la partie prise de parole. Je vais essayer de m'éloigner de cette enceinte. Et du coup, juste pour vous dire, avant de laisser les intervenants, les intervenantes parler, juste pour vous dire que au début, ici aujourd'hui, on voulait vous inviter pour faire une grosse fête, pour fêter une victoire, et que finalement, les aléas de la lutte, il y a quelques mois, en fait, on a appris que non, ça serait pas une grosse fête de victoire, et que les jardins allaient être à nouveau menacés, malgré tout ce qu'on a pu faire précédemment. Mais on est quand même très content de vous voir. En plus, on a du soleil, ce qui est rare ces derniers jours en Île-de-France. Et voilà, avant de laisser la parole aux intervenants, quand je disais, on a quand même une grosse pensée à 3 personnes qui sont absentes pour différentes raisons, qui d'habitude prennent la parole. Désolé, ça va être des paroles un peu masculines pour les jardins aujourd'hui, mais qui sont Dolores, Viviane et Jade, qui ne peuvent pas être là avec nous, mais qui auraient aimé et qui sont de tout cœur avec nous. Et encore merci d'être là, ça fait plaisir. Et après, on fera plein de remerciements un peu plus tard. Allez-y. Moi, je vais commencer à dire quelques mots sur la situation des jardins actuellement. Pour ceux qui ont raté les multiples épisodes précédents, le péché originel dans ce quartier, c'est la construction d'un écoquartier juste derrière vous, dans l'enceinte du fort d'Aubervilliers. Donc là, il y a 30 hectares qui ont été vendus à des promoteurs, 100% vendus à des promoteurs, et du coup pour construire des immeubles. Ça s'appelle un écoquartier, mais évidemment c'est des immeubles en béton, c'est extrêmement dense, ça se monte les uns sur les autres, ça n'a pas l'air d'être très agréable, là c'est en travaux, vous pourrez voir en passant. Et donc comme tout cet espace a été consommé pour du logement, et quand il s'agit de faire une piscine et de faire une gare, il n'y avait plus de place, et donc ils se sont installés au carrefour ici, et ils ont commencé à grignoter sur les jardins. Donc le premier épisode, ça a été la lutte contre le solarium de la piscine, l'occupation des jardins qu'on a découlé, la destruction des jardins qui a fait suite à ça. Et puis 1 an après, on a gagné un procès où un juge a dit le terrain, l'emprise de la piscine est beaucoup trop grande par rapport aux enjeux de biodiversité des jardins. Donc le juge, avec cet argument de biodiversité, a forcé Plaine Commune, donc l'agglomération, à modifier son plan local d'urbanisme, le plan qui autorise à construire ou pas sur tel ou tel secteur. Et donc de là, on s'est dit on a gagné. En fait, ils ont été obligés de modifier les plans et de remballer leur solarium. Donc on était quand même contents, on avait perdu une occupation, on avait perdu le terrain qu'on défendait, qui a quand même été détruit entre-temps. Mais on avait gagné en justice. Bon, dans un deuxième temps, il y a eu la gare du Grand Paris Express. Donc la gare, elle vient se mettre à côté de la piscine, au carrefour. Donc là encore, pas assez de place. Mais on va dire que grâce au rapport de force qu'il y avait eu dans la lutte, le premier épisode de la lutte des jardins, on a négocié avec la Société du Grand Paris qui a accepté de déplacer sa gare. Et donc de cette manière, on a réussi à sauver quelques milliers de mètres carrés de jardin. Et fort de cette décision et de cette influence qu'on avait réussi à avoir, on s'est dit maintenant, vu que la gare elle est déplacée, il faut qu'ils modifient le plan local d'urbanisme. Normal, la gare elle prend moins de place, il faut que les terrains qui sont des jardins redeviennent classés dans le plan comme des jardins. Et donc on a déposé une requête en justice pour ça. Et c'est là qu'on a compris, requête qu'on a perdue, donc on a perdu ce procès. Et c'est là qu'on a compris qu'en fait ils n'avaient pas du tout l'intention de lâcher et de rendre ce terrain. Mais en fait, ils avaient l'intention de faire un pôle multimodal, donc à nouveau, soit des commerces, ou c'est avant tout le pôle multimodal, c'est avant tout pour les bus et les vélos, mais évidemment, il y a d'autres façons de s'organiser pour mettre des bus et des vélos sans détruire les jardins.
et que peut-être derrière, il y a encore d'autres plans. Donc on voit que ça s'arrête jamais, donc la piscine, la gare, le pôle multimodal, et puis si on remonte 50 ans en arrière, on voit qu'avant il y avait des jardins partout, etc. Donc il y a une urgence à arrêter tout projet de destruction des jardins. C'est ce que le collectif demande depuis longtemps, c'est-à-dire stop, quoi. Voilà. Donc, quand on a perdu ce procès, on va se pourvoir en cassation. Donc, c'est aussi un peu l'objet de la journée d'aujourd'hui. Voilà, un pourvoi en cassation, ça coûte 5 000 € d'avocat. Et donc, tout ce que vous mettez dans les caisses en prix libre, que ce soit pour la nourriture, pour les plants de tomates, les graines, etc., ça va servir à payer les avocats. Voilà. On a découvert aussi, par la même occasion, que ce qu'on croyait avoir gagné, donc l'ancien solarium, en fait, ils ont une idée derrière la tête. C'est peut-être de le récupérer plus tard pour le réintroduire dans la piscine. Donc en fait, ce front-là de lutte, on croyait qu'il était fermé, mais en fait, on a découvert qu'il est réouvert, et on le sait parce qu'ils ont refusé de modifier le plan local d'urbanisme et de requalifier cette zone-là comme une zone de jardin. Et donc, on voit bien qu'ils ont l'intérêt d'en faire autre chose. Donc vous voyez, les jardins sont attaqués de toutes parts. On pense que évidemment c'est toujours un lieu magnifique, vous en rendez compte. Et il est important de le défendre. C'est aussi un lieu où il y a plein de gens qui se rencontrent, il y a plein de gens qui jardinent, il y a des écoles qui viennent ici avec des enfants du primaire notamment qui viennent jardiner. Donc c'est un lieu clé pour la ville, pour ses habitants et même pour ceux qui n'ont pas de jardin, en termes de biodiversité, de fraîcheur, de pouvoir ne serait-ce que passer une après-midi comme celle-là. Donc on va continuer à le défendre. La prochaine étape, c'est ce pourvoi en cassation, mais évidemment on refera appel à toutes et à tous sur les prochains temps de mobilisation. Voilà, je vais m'arrêter là, moi. Je vais passer la parole à Lila qui est jardinière et qui va vous donner son sentiment sur tout ça. Et puis l'idée, c'est peut-être après de prendre 5 minutes pour avoir des échanges si vous avez des questions. Donc préparez vos questions, on va faire un temps d'échange après. Bonjour à toutes et à tous. Normalement, comme ça. Normalement, je dois parler sur ma parcelle. Elle est menacée la deuxième fois. Première fois, on a gagné grâce à la lutte de la JAD et la réussite du président de l'Eurest de faire accord avec le SGP. Mais maintenant, ma parcelle, elle est encore une fois menacée. Le jardin, pour moi, c'est pas juste pour planter des tomates. Non, c'est un lieu sociable pour moi. Comme je suis franco-syrienne, ça me rappelle mon pays. Mes liens avec mes parents, quand j'ai perdu sans les voir. Pour mon fils qui apprend à l'école comment on doit lutter contre le réchauffement climatique, comment on doit garder bien notre biodiversité. Mais hier soir, j'ai vu une scène et je veux partager avec vous. Je ne sais pas si je vais réussir, mais j'ai vu un bulldozer comme un monstre avec ses griffes. Il arrache un arbre. Et l'arbre était... ses racines étaient nues. Sans personne à côté d'elle de caresser ses blessures. Je ne sais pas, pour moi, c'était un moment très, très douloureux. Est-ce qu'on a demandé à cet arbre qu'est-ce qui se passe pour elle? Est-ce qu'on accepte nos arbres jettent comme un poubelle? C'est ça ma question. Merci à vous. Est-ce que vous avez des questions particulières? Après, on peut revenir. Ouais, ok. Alors, attends. Merci.
Merci beaucoup. Moi, j'ai une question par rapport au rapport avec la mairie. Est-ce que vous avez senti un basculement du fait que la mairie soit passée à droite à Aubervilliers? Est-ce que ça a empiré vos rapports? Enfin, quels sont vos rapports avec la mairie, etc. Voilà, merci. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que cette piscine et le solarium était une option. Elle a été votée par l'équipe précédente, donc qui était communiste, si je ne me trompe pas, qui n'a pas été réélue. Et l'option de cette piscine, justement, a été prise entre les deux. Enfin, l'équipe était en train de partir et la nouvelle a arrivé après. Très clairement, il n'y a pas eu de différence. Les rapports avec la mairie ne sont pas bons. Pendant l'occupation et depuis le début de la lutte, la mairie nous a invisibilisés. Dans toutes les réunions municipales, etc. En fait, on parlait jamais de l'occupation des jardins. Il faut le savoir. Donc, on les a un petit peu embêtés. On leur a mis un tas de fumier devant leur porte. Une fois. Un peu de peinture aussi, parce que voilà, faut mettre un peu de couleur. Donc ouais, je crois qu'ils nous aiment pas. Je crois que c'est réciproque. Mais aujourd'hui, je sais pas trop comment dire, de ce qu'on entend et des bruits de couloir suite à ce qui a été dit par le copain juste avant. Le fait de sauver les jardins, la maire en privé s'en est un peu vantée concernant la partie, mais qui du coup est à nouveau menacée, comme vous l'avez bien compris. Donc pour l'instant, on n'a pas de position officielle. Mais je crois que si on l'a mis sur l'affiche de cet événement avec d'autres têtes qui sont aujourd'hui nos ennemis, c'est qu'on n'est toujours pas très copains avec elle. Ouais, j'ai complété très brièvement. C'est clair que cette mairie-là, ce qu'elle veut, c'est construire et faire venir des classes moyennes à Aubervilliers. Donc c'est une vraie politique de gentrification assumée, publique. Donc dès qu'il y a un terrain, il est bétonné, et il est bétonné à des prix de loyer plus élevés que ceux existants. Évidemment, l'objectif étant de faire évoluer une vraie politique de gentrification, de faire venir des classes moyennes. Donc évidemment, ça, on a vu une transition avec l'équipe d'avant, moins de logements sociaux, moins d'espaces verts et plus de construction. Voilà. Et les friches qu'il y a à Aubervilliers sont parmi les moins chères dans le 93. Donc ils en profitent aussi pour brader à des promoteurs. Voilà. On va continuer les questions. Je fais ça bien. Et oui, moi je voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé, si vous savez où la terre qui a été enlevée et a été emmenée. Parce que je me rappelle qu'à un moment donné, on disait « Ah bon, mais la terre est toujours là, et même si on l'emmène, on peut la ramener. » Enfin, et juste à peu près, enfin, est-ce que vous avez des idées, des propositions, en fait, comment on peut donner un coup de main pour récupérer cet espace-là, que j'avoue est très très moche, comment ils ont remis en état, et que finalement, est-ce que la lutte, parce que si je comprends bien, est-ce que la lutte juridique qui continue, c'est pour ce morceau-là, ou plutôt pour la partie qui est menacée par la gare? Les deux. Je vais répondre sur la terre, peut-être. Je te laisserai sur l'autre partie. Actuellement, très concrètement, c'est difficile de te répondre avec exactitude. On sait juste qu'il y a entre guillemets un trafic de terre avec tous les chantiers qu'il y a un peu partout en Île-de-France. On a ciblé, parce qu'on a des copains et des copines qui luttent dans d'autres régions justement où ces terres sont déposées. Si je dis pas de bêtises, je crois que sur le triangle de Gonesse, il y a aussi une partie du chantier qui est là pour trier de la terre, pour dépolluer de la terre, et après je sais pas trop ce qu'ils en font. Donc aujourd'hui, très concrètement, on ne sait pas où est passée cette terre. Elle a dû être probablement mélangée avec plein d'autres terres polluées ou moins polluées. Et oui, c'est quasiment impossible de la récupérer, en tout cas celle qui a été enlevée, malheureusement.
Voilà, sur la lutte juridique, c'est sur les deux aspects en même temps, puisque c'est sur le plan local d'urbanisme que ça se bataille. Et donc le plan local d'urbanisme, on souhaite que soit classé comme ces jardins-là, la partie qui a été détruite à côté de la piscine et la partie qui était prévue pour la gare. Donc les deux qui pour l'instant est donc toujours en balance. Donc la lutte juridique est sur les deux. Et après la lutte sur le terrain pour accompagner évidemment cette lutte juridique, quelque part aujourd'hui c'est le moment où on la relance. Donc il y a un enjeu pour nous aussi à ce que, et c'est une bonne nouvelle, on soit nombreux et nombreuses, puisqu'il va y avoir d'autres rendez-vous et qu'évidemment on a besoin de forces vives pour imaginer, au-delà de la lutte juridique, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire par la suite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une autre question? Bonjour à tous et à toutes, à chacun et à chacune. Voilà, c'est plus une intervention qu'une question. Voilà, moi je suis membre de l'association, de la Société des Jardins Ouvriers des Vertus d'Aubervilliers. Je suis jardinier depuis 22 ans. J'ai connu 4 présidences de l'association. On n'a pas réussi à me virer jusqu'à maintenant. Voilà, j'ai été vice-président de l'association dans l'équipe précédente. Ce que je voulais vous dire, c'est que plusieurs choses. Déjà, l'association a voté, je ne sais pas si ça a été dit, parce que je suis arrivé en retard, là, parce que vous savez, il y a les campagnes des législatives, donc, je suis désolé, mais ça a peut-être déjà été dit. Donc l'association a voté à l'unanimité pour la cassation un budget de 2 000 €. D'accord ? J'ai cru comprendre que c'était 4 000 ou 4 500 qu'il fallait récupérer pour la recevabilité au Conseil d'État ou l'irrecevabilité. Donc apparemment, la recevabilité serait peut-être admise. J'ai dit apparemment. L'équipe précédente avait voté une subvention pour le collectif, pour la lutte, de 600 €. Voilà, je vous le dis parce que j'ai vu dans aucun tract. Voilà, ça c'est une première chose. La deuxième chose, effectivement, il y a eu cette décision de la Cour d'appel de justice sur les 2300 mètres carrés en disant, bon, si c'est des Jeux Olympiques exemplaires, voilà. Donc le souci, c'était uniquement, ça a été dit, c'était uniquement le solarium. Tout le reste tenait. Tout le reste tenait. Résultat des courses à Auteuil, on a supprimé le hammam, le sauna, la salle de muscu, un restaurant qui était prévu, et le fameux solarium dont vous avez à juste raison de dire le solarium, il n'y a pas de problème, puisque tu l'avais dit effectivement, le solarium, si on le met au-dessus du toit de la piscine, tout le monde est content. Et résultat, au bout des courses, tout le monde a perdu, quoi. Parce que ce qui se passe, c'est que les 2300 mètres carrés, ils ont été rendus théoriquement par la justice. Moi, je regrette très franchement, quand cet acte a été dit, que ça n'a pas été tout de suite réoccupé. Parce que je pense qu'il y a eu un no man's land, là. Il y a eu un flottement pendant un an et demi, et la municipalité, tout de suite, elle a dit on va faire un verger, etc. La dernière réunion qu'on a eue avec la municipalité, c'était le 6 décembre 2021, quand on l'a rencontré avec l'équipe précédente. Nous, on a posé la question de la communication aussi. C'est-à-dire, il y avait deux choses qui étaient importantes pour nous, le classement et la sanctuarisation de ces jardins, parce qu'on considère que tant qu'ils ne seront pas classés, le béton, il continuera d'avancer. Le souci, il est là. Donc, il existe une loi, pour l'instant, de sites remarquables qui date de 1930. Donc, on est en contact avec le département, avec Benoît Prouveau, notamment, qui s'occupe des classements et de la mémoire en Seine-Saint-Denis, en rappelant qu'un fascicule a été sorti en 2008, stipulant que les jardins ouvriers des Vertus d'Aubervilliers font partie du patrimoine de la Seine-Saint-Denis. Donc ça, c'est un point d'ancrage important comme élément. Voilà, et je voulais conclure en disant que nous, ce qui nous importe, c'est effectivement ce classement, parce que tant qu'ils ne seront pas classés, le béton, il avancera. Donc il y a un double combat. Il y a le combat de récupérer les 2300 mètres carrés, mais en même temps une dichotomie pour se battre pour le classement définitif et de sanctuarisation de ces jardins. Sinon, ça continuera, malheureusement. Voilà, et quand on a rencontré la maire, je fais une petite digression là, quand on a rencontré la maire le 6 décembre 2021, on lui a posé la question, on l'a dit, mais puisqu'il va y avoir un nouveau métro, pourquoi la station de métro ne s'appellerait pas Jardins ouvriers Fort d'Aubervilliers ?
Moi, j'aime bien faire des vers un peu. Et c'était voté en Assemblée Générale à l'unanimité, moins 2 abstentions. Je ne vous dirai pas qui s'est abstenu, mais enfin bon, bref. Mais vraiment, donc on a présenté ça à la mairie. Et Madame la maire, vous savez ce qu'elle nous a répondu quand on a dit ça? Elle nous a dit, mais pourquoi pas Jardin des Vertus? Je lui ai dit, voilà, c'est ça le problème. C'est le mot ouvrier qui vous gêne, quoi. Donc vous voyez, on est aussi dans un combat idéologique, enfin je veux dire d'histoire, d'implantation de l'histoire. Parce que là, dans le fort, il y a eu pendant la commune, il y a eu des gens qui ont été brûlés, là, des cadavres de communards. D'accord? C'est un bouquin de Audin qui a été écrit là-dessus. La semaine sanglante, ça s'appelle. Voilà. Et je voulais juste conclure pour vous dire que nous, au Jardin, voilà, on dit vive les JO, vive les jardins ouvriers. Merci. Ouais. Du coup, on va passer à la suite. Après, si des personnes ont des questions, n'hésitez pas à en... Ouais, alors il y a aussi une fiche de contact, puisqu'on a remis une cagnotte à jour. Et pour la newsletter, ça vous permet d'avoir les dernières informations qui sont disponibles là où il y a les plans. Donc ça, c'est pour le collectif de défense des jardins ouvriers. On va laisser la parole donc voilà, sur la Jade, on a eu beaucoup de gens qui sont passés, il y a beaucoup de luttes qui sont passées. Aujourd'hui, on avait envie de faire un petit peu un focus sur les luttes, entre guillemets, dites locales, on va dire ça comme ça, donc les luttes d'Aubervilliers, mais pas que. Donc je vais laisser la parole au copain qui va se présenter. C'est pour la Bourse du Travail. Oui, bonjour. On voulait intervenir pour la Bourse du Travail d'Aubervilliers parce qu'elle est menacée, elle aussi. Donc peut-être d'abord, qu'est-ce que c'est que la Bourse du Travail d'Aubervilliers? C'est la maison des syndicats, donc c'est un peu classique. Hein. C'est là où on organise nos manifestations, c'est là où on fait des permanences pour soutenir les personnes qui ont des problèmes au travail, mais c'est aussi là où on fait des formations, c'est là où on discute entre syndicats. Donc ça fait longtemps qu'on fait ça à Aubervilliers, à la Bourse du Travail, même si elle a déménagé, presque aussi longtemps que les Jardins des Vertus ici. On a appris il y a à peu près 1 an que la mairie elle voulait commencer à diminuer les subventions de la Bourse du Travail. Et ensuite, tout d'un coup, en septembre, on a appris qu'elle voulait fermer la Bourse du Travail, tout simplement comme ça. Alors, on a été surpris, on a essayé de discuter avec elle, on a essayé d'ouvrir des canaux, mais ça ne marche pas. Et bien sûr, elle a essayé de diviser en fait sur la ville. Elle a essayé de commencer à dire qu'on avait besoin de place pour les associations. Alors, on a été voir les associations, mais en fait, c'était pas une demande des associations de prendre notre place à la maison. D'autant que nous, on a l'habitude de travailler avec elles, en fait. Donc, en fait, on s'est rendu compte peu à peu que c'est juste une politique antisociale, une politique de casse. Et de même qu'elle privatise le COS, c'est-à-dire le comité d'entreprise, entre guillemets, des agents de la mairie, et de même qu'elle veut ici reprendre des terrains, construire, bâtir, sans jamais faire de service public, et ben de même, elle veut se débarrasser de la Bourse du Travail. Et elle veut d'autant plus se débarrasser de la Bourse du Travail que cette bourse, elle a essayé de s'ouvrir récemment. Hein. On est très content de travailler maintenant avec les BSP, qu'on remercie d'ailleurs pour la nourriture qu'ils et elles ont préparée. Merci à elles, merci à eux. On est très content de travailler avec Saccage, on est très content de travailler avec des associations écologiques parce que les syndicats ont commencé depuis un petit moment, mais bon, c'est vrai qu'on a peut-être tardé, mais les syndicats ont commencé à se rapprocher de ces luttes et à comprendre que ces luttes, elles vont toutes ensemble. Donc on ne se laisse pas faire. La mairie a demandé qu'on parte au 1er janvier, je crois, ou 12, je ne sais plus. Bon, on est resté. On continue à faire encore plus de permanences, encore plus de manifestations, encore plus de réunions, de fêtes. On a un ciné-club qui tourne. N'hésitez pas à passer les vendredis soirs, une fois sur 2 ou une fois sur 3, un vendredi sur 3. Et cette semaine, malheureusement, on est assigné. On passe en procès vendredi. Vous pouvez passer nous voir à Bobigny, promenade Jean Rostand, à 9h pour l'assignation. Et la veille, il y a un conseil municipal, donc comme à tous les conseils municipaux, on s'invite. Et on vous invite aussi à passer à 18h ou 18h30, je ne sais plus, 18h, merci, sur la place de la mairie. Voilà. C'est jeudi la veille, merci. Donc jeudi 18h, mairie d'Aubervilliers, vendredi matin à Bobigny au tribunal. Il y aura aussi une manifestation
contre l'extrême droite qui partira jeudi de Porte de Paris et qui finira à Mairie d'Aubervilliers. Donc comme ça, vous pouvez enchaîner les deux et être là à 18h pour le rassemblement. Sauvons la Bourse du Travail, sauvons les jardins. Merci. Non, mais juste pour ajouter un petit truc, c'est qu'en fait, sur la ville d'Aubervilliers, il y a plusieurs lieux qui sont menacés. Donc, il y a évidemment les jardins, il y a la Bourse du Travail, il y a aussi un squat qui s'appelle le Bathyscaphe. Je ne sais pas s'il y a des gens du Bathyscaphe ici, qui est rue de la Nouvelle-France. Et en fait, et d'autant plus là, dans cette période où il y a l'extrême droite qui est en fait en train d'arriver arriver au pouvoir, peut-être, on n'espère pas, mais voilà, on est dans une situation où on a besoin de démultiplier les espaces de solidarité, de démultiplier les lieux où on peut s'entraider, et c'est pour ça que aussi là on pense que on a des liens à faire très forts, parce que nos luttes elles se répondent, et ça permet de créer un espèce de contrepoids à ce qui menace de nous arriver en plein dans la figure très 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 vite. Et juste un autre dernier mot, parce qu'on peut pas ne pas en parler. Mercredi matin, il y a une personne qui a été tuée par la police municipale d'Aubervilliers, qui s'appelait Yaria. En fait, c'est dans le cadre des opérations appelées les grandes lessives. Donc c'est un nettoyage de la voirie où en fait ils prennent 2 rues dans la ville, ils nettoient tout au Karcher, et du coup il y a eu enfin voilà, il a sorti un tournevis parce qu'il vivait dans une voiture qui était dans une de ces rues. Il y a un agent de la pleine commune qui a été blessé par un coup de tournevis, et il y a un flic municipal qui a rien trouvé de mieux à faire que de prendre son flingue et de lui tirer dessus et de le tuer. Voilà, sachant que les grandes lessives, c'est présenté comme un truc de nettoyage du sol, mais en fait c'est aussi une question de nettoyage social derrière ça, parce que en fait c'est aussi nettoyer la ville de tout ce qui est indésirable en termes de dépôts sauvages, en termes de tags sur les murs, et puis en fait aussi en termes de pauvres, et malheureusement là c'est allé, le nettoyage il est allé jusqu'à la mort, et voilà. Ok, merci. Avant de laisser de prendre la parole à Saccage 2024, bien évidemment le collectif de défense soutient le Bathyscaphe. On en avait déjà parlé il y a 1 an, ils étaient déjà menacés. Je crois qu'ils vont peut-être aussi faire une manif devant la mairie. Je pense qu'on va être très nombreux devant la mairie bientôt. Ils vont, je pense, mais voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce qui a été dit, ou si on enchaîne. On enchaîne. Ok. Donc les prochains intervenants, c'est Saccage 2024. On ne le présente plus, je crois. Ou ils vont se présenter eux-mêmes, mais voilà, ça fait longtemps avec Saccage 2024 sur les luttes anti-JO, que ce soit la Jade ou ailleurs, l'occupation, on l'oublie, hein, mais en fait cette piscine, si elle a vu le jour, c'est parce qu'il y avait les Jeux Olympiques, et qu'on soit contre ou pas, c'est quand même le nerf de la guerre, et c'est ce qui a fait que cette piscine a pu être financée et voir le jour, et que tous les problèmes qu'on connaît, c'est avant tout à cause des Jeux Olympiques Paris 2024. Je laisse la parole. Bonjour à tous, on va essayer de faire assez rapide. En fait, on a une double prise de parole parce qu'on va parler et pour Saccage 2024 sur la lutte des JOP de Paris et pour la lutte des JO 2026 à Milan aussi. Bon, rapidement, on va pas expliquer pourquoi on est contre les JOP à Paris. Il y a un magnifique infocusque avec toutes les infos nécessaires ici. Non, ce qu'on trouvait plus intéressant de rappeler, c'est qu'aujourd'hui, le hasard a fait qu'on est le 23 juin et que c'est la journée internationale olympique. Donc c'est une journée qui existe depuis 1948 et qui est célébrée un peu partout dans le monde pour célébrer le jour où Coubertin a relancé les JO en 1894. Et on trouve qu'en termes de symbole, reprendre la lutte des jardins ce jour-là, c'est quand même assez chouette, malgré le fait que ça doive reprendre. Et c'est un très beau symbole, notamment parce que cette lutte a permis, sur l'anti-olympisme, il faut savoir que quand on a commencé cette occupation, où Saccage a énormément participé, la seule chose qu'on entendait, c'est pas possible, vous luttez contre les JO, ça reculera jamais, ça sert à rien.
Et alors certes, la lutte reprend aujourd'hui et il y a plein de coups de Trafalgar qui sont prévus, mais force est de constater que la lutte a gagné, les JO ont reculé sur pas mal de choses et la lutte paye. Du coup, on trouve ça vraiment intéressant de rappeler ça aujourd'hui, notamment le fait qu'il reste beaucoup de luttes à mener contre les JOP de Paris. Je ne vais pas toutes les citer ici, mais les deux principales qui me viennent en tête, c'est de soutenir les jeunes isolés de Belleville qui occupent la maison des métallos et qui sont menacés d'être expulsés dans pas longtemps. Et la deuxième, je pense que vous en avez entendu parler, c'est qu'il y a une grosse campagne pour demander le fait qu'Israël n'ait pas le droit de venir au JOP de Paris, puisqu'on ne veut pas d'un État génocidaire au JOP. Du coup, voilà, ça, c'est deux luttes où vraiment il faut se mobiliser en ce moment. Et la troisième que je citerai, c'est le fait que les Alpes ont normalement les JOP pour 2030. La décision doit tomber le 24 juillet, juste avant les JOP de Paris. Mais il faut savoir qu'avec cette histoire de législative, en fait, ils attendent des confirmations de l'État. Et pour l'instant, le CIO, donc le Comité international olympique, a suspendu le fait de valider cette candidature. Donc il y a un vrai coup à jouer sur le fait que... Alors, ils ont dit qu'eux, il n'y aurait aucun souci, évidemment, c'est l'extrême droite au pays pour tenir des JOP. Même, je pense, ça les arrange. Mais voilà, il y a quelque chose qui est en train d'être enrayé. Donc, soutenons, il y a un collectif qui s'appelle Non au JO, qui est en train de lutter dans les Alpes. Soutenons ça, faisons parler du fait qu'on est contre la candidature dans les Alpes, qui va être, je pense, encore pire que Paris, parce que là, c'est soutenu par Estrosi, par Wauquiez et par tous les connards de droite qui sont déjà en train de faire passer 1000 saloperies, notamment au niveau de la frontière avec l'Italie, parce que du coup, beaucoup de choses se passeront à Briançon, et je pense qu'en termes humains, ça sera une catastrophe. Voilà, c'est du coup, et je vais passer la parole à la camarade justement pour Milan. On tenait aussi à rappeler que, évidemment, qu'on soutient toutes les luttes contre l'extrême droite et contre le fascisme. Il y a certaines personnes qui ont des paroles anti-olympiques en étant de droite. On rappelle, la lutte anti-olympique ne peut être qu'antifasciste. Merci. Ciao a tutte e tutte, io sono Laura del collettivo Off Topic di Milano e del coordinamento antigiochi di Milano. Sono contenta di essere qua a portare la voce dall'Italia e a collegare questi territori sia cittadini che montani nella stessa lotta. Bonjour à tous et toutes, moi je m'appelle Laura, je suis du collectif Off Topic à Milan et de l'accordo anti-JO de Milan. Et je suis très heureuse d'être là pour connecter les territoires qui sont en lutte et pour porter nos points de vue. Il coordinamento antigiochi è nato circa un anno e mezzo fa, più forte, ok. Mais je parle en italien donc. È nato più o meno un anno fa ed è stato proposto da collettive metropolitane che si occupano di questioni di ecologia politica, di sport popolare, di sport popolare e che si occupano di dinamiche di speculazione urbane sulla città di Milano. L'accordo anti-JO a été créé environ il y a un an et demi par un ensemble de collectifs qui s'occupent d'écologie politique, de sport populaire et de dynamique de gentrification a Milan. Quello che posso dirvi velocemente su cosa sta succedendo per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 è che l'impatto vedrà un territorio enorme, si parla appunto del territorio che va da Milano a Cortina. Ce que je peux vous dire sur les JO de Milan et Cortina de 2026, c'est que d'abord, ça va impacter un territoire énorme qui va de Milan à la ville de Cortina d'Ampezzo qui est sur les Dolomites, donc c'est pas à côté. Che sono circa 450 km, 3 regioni, diverse vallate, diversi quartieri su cui verrà, come dire, impattato a livello di gentrificazione, cementificazione, espulsione, tutto quello che in realtà avete visto et probabilmente vedrete sulle Alpi. Donc il s'agit de deux villes qui sont à 450 km d'écart. Ça va impacter plusieurs vallées, plusieurs quartiers de Milan et on va voir les dynamiques de bétonisation, d'expulsion, de gentrification que vous êtes en train de voir à Paris et ça va être exactement la même chose à Milan.
E quello che abbiamo fatto fino adesso, tra le tante cose, è stata chiamare un'assemblea nazionale a febbraio che ha cercato di proporre, come dire, una visione non più milanocentrica e quindi di portare la questione a livello nazionale. Pour l'instant, on a essayé d'organiser une assemblée nationale qui s'est tenue à février et qui a essayé de porter la question des JO au niveau national et pas seulement au niveau de la ville de Milan. E che poi ha organizzato un corteo il 10 febbraio a 2 anni dall'inaugurazione del grande evento. Et on a organisé un cortège du coup à la fin de cette assemblée le 10 février, donc à 2 ans du début des JO 2026. Quello che vogliamo fare è un po' come è stato proposto dai compagni di Saccage, è di non lasciare questa narrazione pacificata, quindi proporre una contro-narrazione pacificata del grande evento e di accompagnare questo anno e mezzo che ci separa dall'inaugurazione delle Olimpiadi con appunto una lotta in strada, sui quartieri in montagna, nelle città e nelle montagne. Donc ce qu'on veut faire comme les camarades de Saccage, c'est de ne pas laisser qu'il y ait une narration pacifiée des JO, de faire une contre-narration de ce qui se passe et d'accompagner ces 1 an et demi qui nous séparent de ce grand événement et d'organiser la lutte dans les quartiers et en montagne. Je m'arrête ici, si vous avez des questions, je suis là. Oui, merci. Du coup, force, courage. On a plein de partages. On sait comment faire des cabanes ici, par exemple. On passe de l'Italie à Aubervilliers. À nouveau des luttes locales. Voilà, sur tout ce qui est politique denrée et de rénovation urbaine. Mais tu vas nous expliquer mieux que ça que moi. Bonjour, je m'appelle Nicole et je fais partie du collectif Maladrerie. La Maladrerie, c'est un écoquartier, si on veut, avant l'heure. C'est une cité-jardin qui est de l'autre côté du carrefour, dans un quartier qui est à la fois Maladrerie et Émile Dubois. Et le collectif Maladrerie s'est associé il y a peu au collectif national Stop Démolition, qui est un collectif qui s'est monté à partir de l'année dernière sur la base d'architectes, d'urbanistes, de sociologues, de géographes, d'habitants qui refusent la démolition et la destruction du logement social. Et ce collectif-là me semble très important parce que aujourd'hui, on est en train de constater dans toute la France cette destruction qui est énorme. Il y a des quartiers, par exemple à Toulouse, où c'est 1000 logements qui disparaissent d'un coup. Là, les gens se battent pour conserver leur logement. C'est à la fois une aberration écologique de détruire des immeubles qui sont pas en mauvais état. Simplement, c'est une question de spéculation foncière. Hein. On détruit des immeubles anciens, soi-disant parce qu'ils sont anciens, pour construire du nouveau, mais pour construire du logement privé. Et aujourd'hui, on constate ça partout. Et ici, à Aubervilliers, c'est la même chose. Sur la ville, il y a 2 quartiers en rénovation urbaine. C'est 500 logements sociaux qui vont disparaître, des HLM. Il y a aussi le phénomène social qui est posé, parce que c'est un crève-cœur pour les gens. Ils n'ont pas le choix, en fait. Ils doivent quitter leur logement parce qu'on va le détruire. Donc là, il y a une vraie question qui se pose partout. Et en même temps, dans le concept de l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, il y a des choses complètement aberrantes. C'est-à-dire qu'on va faire travailler les gens avant qu'ils partent sur la mémoire du quartier. Pour qu'il y ait une trace, qu'ils laissent une trace de la façon dont ils habitaient ici, alors qu'ils vont être obligés de partir. Donc ça, c'est un phénomène important qui est en train de se passer partout. Aujourd'hui, la maire ici d'Aubervilliers, elle a bien dit clairement qu'il y avait trop de pauvres dans cette ville et qu'il fallait s'en débarrasser. Donc donc on est effectivement dans un phénomène de gentrification. Quand on voit à côté ce qui
qui est en train de se construire au cœur du fort d'Aubervilliers, parce qu'il y a déjà une partie qui est construite, qui est la phase 1, là, ce qu'ils appellent l'écoquartier, mais on se demande pourquoi c'est un écoquartier en fait. Aujourd'hui, les constructions, on a l'impression qu'ils mettent des cubes sur des cubes. Hein, c'est un jeu de Lego, voilà. On se demande enfin, je sais pas, on va regarder ce que mange le voisin dans son assiette, parce que je sais pas si vous avez vu là-bas, un peu plus haut, ce qui va se passer. Dans le fort, c'est exactement la même chose. On a ici un nouveau quartier qui est en train de se construire. Alors que c'était un endroit qui aurait pu être un parc formidable, un parc naturel pour les habitants du secteur. Ça va être plus de 4000 logements qui sont construits. 4000 logements qui vont être du R+9 ou du R+7. C'est monstrueux, quoi. Donc, il y a un moment, je pense que ce qui est important, c'est eux, ils nous font des informations et des genres de réunions de concertation au coup par coup. C'est-à-dire, on est informé partiellement des choses qui se passent. Nous, on veut une information globale. Ici, la rénovation urbaine de l'autre côté, le problème des jardins, la construction de la gare de la ligne 15, la construction qu'ils sont en train de faire au cœur du fort d'Aubervilliers, tout ça, c'est le même projet et ça devrait être un projet, enfin, une lutte globale, effectivement, parce que je pense que c'est très important de mobiliser les gens tout autour de ces questions-là, qui sont des questions qui paraissent pas converger, mais si, parce que les raisons sont exactement les mêmes. En fait, les raisons sont les mêmes, c'est la spéculation foncière, c'est la gentrification, on se bat contre tout ça, et on veut conserver le maximum d'espaces verts et d'espaces de nature, parce que ici, à Aubervilliers, c'est la ville la plus bétonnée du territoire, en fait, parce qu'on a à peine 1 mètre carré d'espace vert par habitant. Donc aujourd'hui, on est en train de continuer à bétonner, et ça, c'est pas possible, quoi. Donc toutes nos luttes, elles convergent sur plusieurs points, et je pense que c'est très important de les faire, de mobiliser les gens sur tout ça, voilà. Merci. Comme on l'a souvent dit ici, les jardins, c'est pas que des jardins, c'est aussi le quartier. Et pour nous, les quartiers sont aussi des zones à défendre. Les squats expulsables et expulsés sont des zones à défendre aussi. Et pour nous, je rejoins totalement ce qui a été dit, même si c'est d'autres mots que j'emploie. Mais en tout cas, ça fait sens de pourquoi on lutte et on est tous unis. Pardon, excusez-moi, je vois des branchages se faire. Du coup, pour la prochaine prise de parole, c'est des amis de longue date. Maintenant, j'ai envie de dire, ça fait un petit moment qu'on se côtoie. On va revoyager après Milan, après Aubervilliers. On va repartir un peu plus loin dans l'Île-de-France. Et donc, on va commencer par le collectif pour le Triangle de Gonesse. Et voilà, je vais te laisser te présenter. Bonjour, merci pour la prise de parole. Oui, donc je suis Didier, je parle là au nom du collectif pour le Triangle de Gonesse, qui effectivement est un compagnon de lutte de route de longue date des jardins d'Aubervilliers. Gonesse, ça se situe au nord d'ici, dans le nord-est, dans le Val d'Oise. C'est desservi par la gare du même nom sur la ligne D du RER. On se bat pour sauver 700 hectares de terres agricoles extrêmement fertiles, aujourd'hui cultivées hélas en conventionnel blé et maïs pour l'exportation, et que le collectif ambitionne de transformer en terres maraîchères pour l'autonomie alimentaire des quartiers populaires, parce que Gonesse est une ville qu'on appelle généralement quartier populaire. C'est un point commun important avec Aubervilliers. Elle fait partie de ces villes majoritairement habitées par des personnes issues de l'immigration, des colonies françaises. Et ces terres, elles ont été menacées il y a quelques années par un truc qui a fait beaucoup parler de lui, qui s'appelait Europa City, qui était un immense centre commercial que l'a promu par Auchan. Voilà, ce centre commercial, c'était vraiment le stade Dubaï du capitalisme, puisque le firmament de ce centre commercial, c'est qu'il y avait une piste de ski artificielle et une vague de surf artificielle à l'intérieur du centre commercial. La lutte a été menée et le centre commercial, fort heureusement, a été abandonné.
Et à un moment donné, on a cru, et ça c'est un autre point commun avec les jardins d'Aubervilliers, on a cru qu'il y avait une victoire. Et là, il faut aussi tirer les leçons de nos luttes. Il n'y a pas eu vraiment une victoire parce qu'ils ont beau avoir supprimé le centre commercial Europa City, ils ont beau l'avoir abandonné, ils ont maintenu une gare de la ligne 17 Nord du nouveau réseau Grand Paris Express. Donc autre point avec Aubervilliers, ici c'est la ligne 15 et à Gonesse c'est la ligne 17, la ligne 17 Nord. Et ils avaient prévu de maintenir la gare malgré l'abandon du centre commercial, ce qui était un peu absurde puisque une fois qu'on avait enflé le centre commercial qui était autour de la gare se retrouvait au milieu des champs, littéralement, voilà. Mais ils ont créé une zone d'aménagement concerté, une ZAC, en se disant on va habiller la gare autour. Alors différence avec Aubervilliers, c'est que là-bas à Gonesse ils peuvent pas construire d'habitation parce qu'on est survolé par 2 couloirs aériens, le Bourget et Roissy. On est en zone d'exposition au bruit, zone C, c'est interdit à l'habitat permanent. Mais bon, ils peuvent toujours espérer de construire des hôtels, de la logistique, des bureaux. Donc ils ont maintenu la gare. Voilà. Et donc ça, c'est un point commun très important avec Aubervilliers sur lequel je voudrais vraiment insister. Les gares, c'est vraiment le faux-nez de l'étalement urbain. On commence par la gare et ensuite on arrive après l'étalement urbain. Et c'est difficile de se battre contre une gare parce qu'on nous met en avant le service public, même l'écologie, parce que c'est soi-disant il y aurait moins de voitures, etc. Sauf qu'en fait, mettre une gare avant d'urbaniser et de conquérir des terres, c'est vieux comme la conquête de l'Ouest, quoi. Si vous avez en tête, il était une fois dans l'Ouest, c'est exactement ça, il était une fois dans l'Ouest, le film de Sergio Leone, c'est quelqu'un qui, avant qu'une ligne de chemin de fer va être construite, il achète très très loin dans le désert un petit bout de terre, se disant, il n'y a qu'à attendre que la ligne passe et je me ferai, excusez-moi l'expression, des couilles en or. Voilà, donc c'est exactement ce qu'ils font, ils posent des gares et ensuite ils se disent, on va étaler autour. D'ailleurs, le SDRIF, qui est le schéma départemental d'Île-de-France, prévoit qu'autour des gares, il y aura de l'étalement urbain. C'est prévu comme ça. Et il faut vraiment voir ces gares comme le faux-nez. Et nous, au collectif de Gonesse, on continue à se battre contre la gare. On est contre la gare. On négocie pas un aménagement de la gare. Pour l'instant, les 700 hectares de terre sont toujours indemnes. La ligne 17 Nord, hélas, elle va passer sous les terres. Mais pour l'instant, la gare en surface, elle est toujours pas construite. Donc, il n'y a aucun dommage irréversible qui a été fait à Gonesse. Et on est complètement opposé à ce que la gare voit le jour. Ouais, et voilà. Et pour conclure, je vais finir sur cette notion de victoire, gagner, pas gagner, qu'on sait qu'on a gagné. C'est très difficile de savoir si on a gagné ou pas, parce qu'ils reviennent souvent à la charge. Et je crois que si on veut que les terres elles soient sauvées de manière pérenne, il faut vraiment que ce soit les premiers concernés, les habitants qui vivent autour de ces terres, qui s'emparent de ces luttes, qu'il y a un vrai lien avec les terres. Et c'est à cette seule raison-là que vraiment sur le long terme, on peut espérer que ces terres soient considérées comme vraiment sanctuarisées. Voilà. Je ne crois pas que ce soit par la loi ou par des statuts, mais vraiment par le lien nécessaire, alimentaire qu'il y a entre les terres et les habitants. Voilà, je m'arrête là. Il y a la cité scolaire. Merci. La cité scolaire. Bon, alors Jojo, il m'engueule parce que j'ai pas dit qu'il y a un autre projet il a raison. Alors, le premier habillage de l'étalement urbain autour de la gare, c'est un projet aussi très difficile à combattre parce qu'on nous met aussi en avant l'intérêt public. C'est une cité scolaire de 2300 places qu'ils veulent construire là-bas sur les terres agricoles. Et cerise sur le gâteau, ils vont mettre une filière agricole dans la cité scolaire en détruisant des terres agricoles. Mais vous savez, les cons, ça ose tout, c'est comme ça qu'on les reconnaît, quoi. Ok. Merci. Avant de laisser la parole aux copains du MNL 93, j'ai juste une petite pensée pour les personnes qui luttent encore à Saclay. Et ceux qui luttent aussi contre le projet Green Doc aussi, notamment, et contre un autre projet qui est le projet du BIP, qui est également dans le 95. Voilà, c'est un peu les luttes emblématiques en ce moment sur les luttes écologiques et sociales d'Île-de-France. Je te laisse la parole. Oui, Jean-Marie Batti, du Mouvement national de lutte pour l'environnement, MNLE. Mais c'est un peu barbare, hein, comme ça. Donc moi, c'est pour réaffirmer notre soutien à la lutte des jardins et en même temps
faire en sorte qu'on continue à développer des belles initiatives comme celle d'aujourd'hui, dont je remercie ceux qui ont pris l'initiative, en voyant que ce soutien, il peut être effectivement multiforme, si je peux dire, par la mobilisation, les écrits, etc., par les soutiens juridiques, par la présence et les démarches que nous avons pu faire en préfecture pour les manifestations. En même temps, c'est effectivement, comme vient de le dire Didier juste avant moi, je suis dans le collectif de Gonesse depuis 2011, donc voilà. C'est dire stop à cette destruction des terres agricoles, des jardins, qui touche effectivement notre souveraineté alimentaire. Vous vous rappelez qu'à la période du Covid, qui n'est pas si loin, on disait qu'avec 2 jours et demi de possibilités de consommation sur l'île de France. Donc quand même, quelque part, ça doit nous interroger. En effet, la bétonisation, comme elle vient d'être citée, elle détruit notre qualité de vie. Le 5 juin, nous étions à une réunion à Aubervilliers et j'étais agréablement surpris par la 60aine de personnes qui étaient dans la salle, sauf les représentants de Grand Paris qui étaient en face, qui maintenant s'appelle Société Grand Projet, qui, la 60aine de personnes disant « Mais pourquoi vous voulez nous construire un blocos ?» alors que, parce qu'il a exactement la même gueule, excusez le terme, que la piscine. Pourquoi vous voulez nous construire un blocos alors qu'on a besoin simplement d'une station de métro, pour une liaison de métro, avec l'autre ligne de métro, parce que c'est du métro. Et bien sûr, ce qu'ils voient, alors on a posé une autre question derrière, parce que sur la diapo qui nous était présentée, il y avait des petits trucs blancs qui apparaissaient. On dit, c'est quoi ces trucs blancs là? C'est pas des nuages. Non, c'est pas des nuages, ce sont des projets. Des projets pour 7000 mètres carrés de plus, 4000 et 3000, de construction. Et c'est quoi? Ah bon, on ne sait pas. Ça peut être du logement, ça peut être du bureau, ça peut être des hôtels. Voilà donc ce qui attend le toit de la future gare, qui était montré comme étant un toit vert. Vous savez, quand ils ont présenté à l'époque Europa City, ils avaient mis des moissonneuses batteuses dessus. Fils de paysan, je me suis dit, ça tiendra jamais ce truc-là, c'est pas possible, quoi, voyez. Dans le même temps, voyons bien que ces batailles, elles posent une importante question, qui est la question de la politique du fait accompli devant lequel nous nous trouvons, l'intérêt général qui est sacrifié, la démocratie, la citoyenneté qui sont sacrifiées. Et pourtant, nos luttes ne seront que le résultat de ce que l'on pourra faire ensemble en tant que citoyens. Et donc, y compris, le MNLE vous appelle donc à battre dans les urnes l'extrême droite, les tenants du libéralisme économique et les climato-sceptiques. Merci. Merci à toi, merci à vous. Donc maintenant, je vais laisser la parole aux brigades de solidarité populaire, qui nous ont fait notamment la nourriture, mais pas que. Ils sont toujours là. Alors, bonjour à tous. Donc nous, on est les BSP, Brigade de Solidarité Populaire, et on lutte à échelle locale, donc à Aubervilliers et à Pantin. On organise des ateliers de rue avec des personnes exilées, on organise aussi des free shops. Et on est dans la lutte des jardins depuis le début. Et notamment, on a une parcelle qui est pas très loin d'ici. On est assez ouvert et ouverte pour que des personnes du quartier et pas que puissent venir aussi nous donner un coup de main pour cultiver des trucs et tout. Enfin voilà. Et donc oui, aujourd'hui, on a organisé la cantine en soutien aux luttes des jardins. Une cantine qui est végane, en solidarité politique avec les animaux. Et donc voilà, et notamment aussi on organise la cantine jeudi pour la Bourse du Travail. Donc si vous avez kiffé la cantine, enfin vous pouvez venir jeudi. Et oui. Et donc si aussi vous avez des questions, vous voulez potentiellement nous rejoindre, vous pouvez venir nous voir là-bas à la cantine. Et on a aussi une page Facebook, donc BSP, Brigade de Solidarité Populaire. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci. Merci à vous.
On m'a dit que c'était très bon, le repas. Encore merci. Oui. Ok. Donc juste aussi pour vous inviter évidemment à rejoindre le mouvement actuel contre l'extrême droite qui gangrène ce pays. C'est pour ça qu'on a décidé aujourd'hui de faire des prises de parole un peu plus tôt, de façon à permettre aux personnes qui veulent aller manifester aujourd'hui de partir ensemble. Donc je vous invite après les prises de parole à se retrouver devant la porte de la parcelle et on peut y aller ensemble. Voilà, c'est très important évidemment. Je rappelle qu'à la Jade, c'était une occupation de 4 mois où on apportait des valeurs notamment du commun, où c'était un espace où les propos racistes n'étaient pas tolérés et bien sûr la lutte des Jardins s'inscrit pleinement dans la lutte contre le fascisme, contre le racisme. Donc voilà, j'invite à tout le monde vraiment à s'engager, c'est extrêmement important. Et aussi, je pense qu'on ne peut pas avoir un événement public aujourd'hui sans avoir des pensées pour la Palestine. Je rappelle aussi qu'à la Jade, il y avait un panneau Free Palestine. Il s'agit d'un génocide qui continue après 9 mois avec la complicité de notre gouvernement. Donc j'invite aussi tout le monde à s'engager et pour la Palestine, Free Palestine. Merci. Du coup, il reste 3 prises de parole pour ceux qui commencent à baisser en intensité. Tout à l'heure, on a parlé du bathyscaphe, de la trotteuse. On n'en a peut-être pas parlé, mais on va en parler tout de suite. Donc, on va avoir 2 prises de parole pour ces 2 super lieux qui sont soutiens depuis longtemps de la lutte des Jardins d'Aubervilliers. Ouais, bonjour, du coup moi je fais partie de la Trotteuse. La Trotteuse c'est un squat qui est à Pantin du côté de Hoche. On y est depuis octobre 2022. Donc officiellement la Trotteuse n'a pas soutenu la lutte des Jardins au début pendant l'occupation puisqu'on n'existait pas encore. Mais en tout cas individuellement les personnes étaient occupants sur la Jade. Du coup, on est un squat qui est expulsable à partir du 7 septembre prochain. Donc, on va même pas pouvoir atteindre l'anniversaire de 2 ans. Mais ça n'empêche que, du coup, on est quand même en train de lutter pour essayer de prolonger au maximum nos délais. Donc, on est en train de recommencer, parce qu'on a eu une baisse de régime ces derniers temps, mais de recommencer à faire des ouvertures utiles les samedis après-midi pour rencontrer les gens du quartier et au-delà. On a une grosse gratuiterie avec plein d'objets, plein de fringues. Vous pouvez venir vous servir. Un atelier d'autoréparation de vélo, un atelier bricolage qui peuvent être autogérés et où vous pouvez venir bricoler. On a une pétition en ligne, on est très nul, on n'a pas de tract, on n'a pas de rien du tout, mais du coup il y a une pétition en ligne sur Change que vous pourrez sûrement retrouver en faisant une recherche de la trotteuse. De quoi ? On pourra la partager apparemment. Ok. Voilà, et donc vous pouvez venir nous rendre visite, c'est au 61 rue Charles Naudier. Et du coup, juste pour faire un petit peu un point aussi politique sur qui on est, c'est un squat d'habitation et d'accueil de collectifs et d'organisations politiques. Donc pas d'organisation politicienne, mais d'organisation, de collectifs qui luttent pour des causes diverses et variées. Du coup, on accueille plein de collectifs, plein on accueille beaucoup Saccage, par exemple. On accueille des collectifs de soutien psy aux violences policières. On accueille des luttes contre la loi Darmanin. Évidemment, on accueille... Bonjour. Oui, donc comme l'a dit Fouad, moi je suis Stéphane du bathyscaphe. Nous étions expulsables au 1er avril 2024 et nous avons réussi à obtenir par le biais de pression médiatique un protocole d'occupation temporaire qui devait prendre fin le 15 juin et qui a été
prolongé jusqu'au 10 juillet et qui nous laisse quand même dans une incertitude où à chaque fois c'est repoussé, mais c'est des délais assez courts et on ne sait pas trop ce qu'on va faire ou ce qu'on va devenir. Sachant que le propriétaire, lui, a quand même la possibilité juridiquement, si jamais on reste dans le bâtiment, de nous envoyer à la police sous les 48 heures après les dates. Nous espérons toujours pouvoir négocier des bâtiments, l'occupation du bâtiment le plus longtemps possible. D'autant plus que le propriétaire en question nous ont dit ouvertement et affirmativement que le bâtiment ne serait pas détruit tout de suite et du coup resterait vide jusqu'au début des travaux, qui pareil n'ont pas de date précise de fixer. Nos demandes, nous, c'est de pouvoir s'arranger avec eux et de faire pression d'une certaine manière, parce que le protocole nous oblige à faire attention à ce qu'on fait, sous peine de rompre ce protocole. Et afin de pouvoir les amener à nous laisser au moins jusqu'à la destruction du bâtiment. Et tant que le bâtiment peut exister, on continuera nos activités à accueillir les associations diverses et variées qui luttent. Et nous sommes un collectif d'une soixantaine de personnes, dont des sans-papiers, des gens qui sont en cours de régularisation, des familles, et des personnes qui sont en situation de manière générale précaire. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Encore gros soutien. On l'a souvent dit ici, la lutte des jardins sans des bâtiments occupés, ça aurait été clairement pas pareil. Et voilà, même si les 2 bâtiments en question n'étaient pas ouverts pour la lutte, il y en avait d'autres ouverts avant qui ont été un fort soutien, qui nous ont permis de tenir pendant 4 à 5 mois sur ces jardins. On avait décidé de finir un peu plus je ne sais pas si c'est en douceur, je ne sais pas si ça te convient ce terme-là, mais en tout cas la lutte des jardins, ça a fait venir aussi beaucoup de monde et ça a produit beaucoup de choses. On a eu la chance de voir un documentaire un peu en private hier, donc plutôt un film documentaire. Il y a eu des dessins, il y a eu plein de choses. Il y a eu un livre, voilà, tout récemment, qui est sorti sur les jardins. Et avant de te laisser te présenter, voilà un peu la question, c'est pourquoi sur cette lutte, qu'est-ce qui a fait que tu es venu ici sur les jardins ouvriers d'Aubervilliers et que tu as fait ce livre? Alors, écoutez, je suis très contente de présenter ce livre sur les jardins d'Aubervilliers au jardin d'Aubervilliers. Je trouve que c'est l'endroit où être et où le faire. Et moi, j'ai découvert cet endroit en début juin 2021. Je connaissais pas Aubervilliers, je connaissais pas les jardins. Je suis journaliste et j'avais remarqué que pendant le confinement, la fermeture des jardins publics m'avait frappée, m'avait surprise. Voilà, j'y avais vu une forme de méfiance envers l'espace public, envers un espace un peu indiscipliné aussi. Donc j'avais décidé de m'intéresser aux jardins. Et je m'étais retrouvée à faire pour une revue trimestrielle qui s'appelle Zadig, une enquête sur un lieu, charmant en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis, tout près de Stein, qui s'appelle Zone Sensible, qui est à la fois charmant mais très ambivalent quand même. C'est un lieu d'agriculture urbaine qui fait des formations pour des cadres en reconversion, où vous pouvez acheter un pot de miel béton à 6 €, butiné en Seine-Saint-Denis. Tout ça me paraissait, à la fois très beau et un peu gênant, et avec une dimension gentrificatrice aussi. Et puis j'en ai parlé autour de moi, y compris à ma fille aînée, qui est très politisée, qui vivait alors à Aubervilliers, et qui m'a dit: mais maman, mais arrête tes conneries et va sur la Jade. Ce que j'ai fait, et j'ai été très impressionnée, très, très éblouie. J'avais été en reportage aussi à Notre-Dame-des-Landes, et là j'ai trouvé donc j'étais un tout petit peu familière avec ça, mais bon, j'ai trouvé que les jardins étaient absolument sublimes, et que en plus de la dimension écologique de la lutte, c'était aussi un lieu où il y a des liens entre les gens qu'on ne retrouve pas ailleurs, c'est un lieu qui déjoue la dichotomie habituelle entre travail, loisirs, production, consommation. C'est un lieu qui déjoue les hiérarchies puisqu'il n'y en a pas. Et donc ça aussi, ça m'a paru très précieux. Au même titre que les plantes et les hérissons, que j'ai appris à découvrir aussi. Et voilà, donc sur la lutte, je ne vais pas en parler ici parce que vous le connaissez
mieux que moi, je dirais. Voilà, j'ai rencontré certains d'entre vous, pas tous, certains n'est pas. Voilà, voilà. Donc j'ai essayé de comprendre et de faire comprendre à des gens qui sont totalement extérieurs comment une lutte prend forme. Et puis, ça c'est côté jardin. C'est un livre très structuré. Non, je plaisante. Mais et puis à côté ville aussi, j'ai voulu aller interroger les aménageurs, les urbanistes, ce que ma position de non militante, relativement extérieure à cette lutte, pouvait me permettre justement. Ça m'intéressait de voir ce qu'a dans la tête quelqu'un qui trouve que c'est une excellente idée dans les années 2020 que de détruire 4000 mètres carrés de parcelles de jardin ouvrier pour construire un solarium. Ça m'intéressait d'entendre leurs raisons. Et en effet, j'ai essayé de faire surgir, d'entrer dans leur raison et puis d'en sortir aussi en m'ébrouant un peu, et d'en faire surgir la logique un peu perverse et l'absurdité. Voilà, j'ai entendu un aménageur, l'ancien directeur de Grand Paris Aménagement, par exemple, me dire dans ces jardins aussi, il faut voir qu'il y a des parcelles qui ne sont pas exploitées. Alors, si c'est pas exploité, est-ce qu'on peut encore dire que c'est un jardin ouvrier? Je crois que cet accent sur l'exploitation, c'est vraiment très significatif. Et puis aussi, le même. Mais si ça ne vit pas, est-ce que c'est pas non plus sanctuarisé? Alors l'idée que cet endroit-là ne vive pas parce qu'il ne serait pas exploité, cultivé, était aussi une espèce de contradiction telle que voilà, ça m'a paru utile d'aller capter ça et d'épingler ce discours aussi. Donc vous trouverez le côté jardin, le côté ville. Et, voilà. Et puis à la fin, moi quand j'ai écrit ce livre, la fin était belle, enfin c'était une victoire juridique, mais je m'étais dit, on m'avait dit, et je le dis aussi dans mon livre, attention, je voulais pas écrire un épilogue comme dans un roman du 19e siècle où voilà, tout semble figé pour toujours dans une bulle de bonheur, sachant que ces épilogues-là sont toujours mensongers, que la vie continue et la lutte avec. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus, voilà, il y a des livres qui sont présents sur une table. Du coup, on va clôturer les prises de parole. Encore merci à toutes et à tous d'être venus. Comme l'a dit Anne, pour toutes les personnes qui ont envie de partir à la manifestation, donc n'hésitez pas à vous regrouper. Pour celles et ceux qui souhaitent rester, on ne va pas vous mettre à la porte quand même. Vous pouvez rester ici. Peut-être pas tout de suite parce qu'il va falloir que je boive un verre d'eau ou un truc. Mais on peut éventuellement, pour celles et ceux qui ne l'ont pas faite ce matin ou qui ont envie, on peut refaire une visite des jardins. Là, il y a un certain nombre d'infos qui ont déjà été données, je vais y arriver. Mais en tout cas, voilà, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour faire une visite, on peut en faire une d'ici un quart d'heure, 20 minutes. Voilà. En tout cas, merci encore d'être là. N'hésitez pas à suivre nos informations sur notre site internet, sur tous les réseaux sociaux. Je crois que les jardins sont partout. Et surtout de faire circuler l'info. Comme vous l'avez compris, la lutte ici, elle n'est pas finie, elle continue. Et voilà, comme depuis le début, on a besoin de vous. Parce que sans vous, en fait, les jardins, malheureusement, les arbres, ils peuvent pas encore se défendre tout seuls, même si dans certains films on le voit, mais on n'a pas vu un arbre se lever et abattre une catapulte. Donc, on vous tient au courant des suites. Et encore merci d'être venus et merci pour ceux qui ont pris la parole. Je pense qu'on va avoir quelques mois chargés en ce moment.